Laurent Roland-Tonekes, bonjour. Maurice Agua, amis téléspectateurs, amis internautes de DNTV, bonjour. Bonjour Adrien Tchomakou. Bonjour Maurice Agua, bonjour chers internautes, chers téléspectateurs et téléspectatrices de DNTV, bonjour. Sans transition, vous le savez, l'actualité, c'est bien la prestation de serment hier des nouveaux membres de la Cour constitutionnelle, 7e mandature. Et puis, vous savez, Dorothée Sosa a été désignée sans surprise pour nous, Laurent Roland-Tonekes, président de la Cour constitutionnelle, puisque vous l'évoquiez ici, que c'est certainement lui qui sera nommé président. Nos pronostics n'ont pas été déjoués cette fois-ci. Et donc, ce matin, je constate... Même si ça a été déjoué quelque part, bon, pas été déjoué. En fait, j'avais aussi prévenu par rapport à ça, notamment le ministre des Affaires étrangères. Ministre des Affaires étrangères, oui, tout à fait, tout à fait. Une fois que le nom de la dame a circulé, a été évoqué qu'on risque de nous déjouer. On reviendra sur ça. Et donc, ce matin, j'ai été intéressé par un titre à la une du quotidien, Les 4 vérités. Oui, l'ancienne Cour constitutionnelle s'en va, la nouvelle entre. Mais j'ai vu quand même un très beau titre à la une du quotidien, Les 4 vérités, qui nous dit que Razaki Hamouda, ici, faut passe le témoin ce jour et qu'il ne sort pas la grande porte. Laurent Roland-Tonekes. Oui, quand on regarde le peu de temps que Razaki Hamouda a passé à la tête de la Cour constitutionnelle du Bénin, après avoir succédé à Joseph Tchogouenou, qui avait, en tout cas, qui avait été plus ou moins traité de tous les noms par les Béninois, parce qu'il y a réellement des problèmes, des raisons pour lesquelles les Béninois n'étaient pas d'accord avec Joseph Tchogouenou, notamment concernant les décisions rendues par la Cour constitutionnelle, notamment les lois dont la constitutionnalité a été déclarée, alors qu'en réalité, il y avait des choses à redire sur ces lois. Donc, quand on voit un Razaki Hamouda qui succède à un Joseph Tchogouenou qui a un bilan, je dirais, mitigé, et que quand on voit que c'est cette cour de Razaki Hamouda qui a permis à ce que les démocrates aillent aux élections, c'est un satisfait parce que personne, en tout cas quand vous discutez avec les personnes les plus averties, ces personnes vous disaient en réalité que les démocrates n'iront pas aux élections et que rien ne va se passer. Et donc ça a été une surprise même si on savait que la Cour aussi avait dormi, que le pouvoir en place avait dormi, et qu'il n'y avait pas autre moyen que d'autoriser les démocrates à l'élection, et que cette Cour est venue maintenant a rendu une décision qui, un tant soit peu, a participé à l'accalmie qu'on a pu observer au cours de la dernière élection, les élections législatives. Même si par la suite aussi, on a pu voir que cette même Cour a pris des décisions en voulant passer par des contours, par des détours un peu bizarres, mais au moins sur la participation des démocrates aux élections législatives de janvier 2023. Il y a du satisfait. Il y a du satisfait. Et pour ça, il faut quand même dire que oui, Razaki Hamouda n'a pas démérité pour autant avec les 5 autres sages, parce qu'ils n'étaient plus les 7. Et donc, oui, pour moi, il ne sort pas la grande porte. Très bien. Il n'y a pas matière à lui reprocher pour autant, même si dans le fond de certaines décisions, on a peut-être des motifs. Ariel Gouamé peut-être. Oui, on a des motifs d'insatisfaction. Mais en somme, vraiment rien que pour la participation des démocrates aux élections, c'est un satisfait. Cette Cour aurait pu prendre la décision malheureuse de dire que les démocrates n'iraient pas aux élections, alors que les démocrates n'étaient pas en erreur pour autant. Donc, et ça aurait créé encore d'autres crises dans le pays, et sachant que les forces de l'ordre peut-être seront là pour réprimer, d'accord, mais est-ce que ça agrandit notre démocratie? Donc, quelque part, Razaki Hamouda a posé son pas, a fait ce que lui pouvait faire pour garantir et préserver la paix au Bénin. Très bien, merci Laurent Roland-Tonekes. Adrien Tchomakou, réaction par rapport à ce titre du quotidien Les 4 vérités de ce matin? Oui, Razaki Hamouda sorti par la grande porte, je pense que c'est relatif. Sinon que pour moi, presque tous les présidents de la Cour constitutionnelle sortent toujours par la grande porte. Vous savez, il n'y a pas cette décision que vous aurez à rendre pour ne pas être apprécié en bien ou en mauvais par les uns les autres. Et moi, je pense que oui, Razaki Hamouda est sorti par la grande porte, d'autant plus que Hamouda. D'autant plus que c'est lui, c'est bel et bien lui qui avait sauvé les démocrates du naufrage. Personne ne savait plus que les démocrates allaient se présenter
pour les législatives passées, les législatives... Il a dit le droit. Il n'a sauvé personne, il a dit le écoutez, droit. Il a dit le droit, mais c'était dans l'intérêt supérieur de la nation. Et je pense quand même que si on ne va pas revenir sur s'il a dit le droit ou pas, une chose est claire, il a sauvé la République, encore que tous les autres présidents de la Cour constitutionnelle ont toujours dit le droit, et je pense que les nouveaux venus diront le droit et ne diront que le droit. Ils ne diront pas la politique. Très bien. Votre réponse diplomatique, c'est bien. Et on va passer à la une donc, du quotidien Matin Libre qui aussi s'intéresse à la 7e mandature. Et puis, le journal parle d'une mandature qui commence, qui commence comme la 6e, Adrien Tchomakou. Oui, une mandature qui commence comme la 6e. Et la réponse est très simple parce que, vous savez, la 6e mandature, c'était rien que des contestations, et des plaintes à gauche, à droite. On a vu l'opposition qui donnait de la voix et qui passait par tous les moyens juridiques pour se faire entendre. Et vous savez, cette mandature, la 6e qui s'achève, on a constaté que les démocrates ont des recours qui sont dans les tiroirs. C'est ça. Et que deviendront donc ces recours. C'est leur préoccupation. C'est leur préoccupation. Je pense que c'est ce qui a motivé le journaliste à titrer ainsi. Donc la 7e mandature démarrera avec le traitement des recours. Avec le traitement des recours des démocrates. Tout à fait. Qui, entre griffes, contestent la désignation d'un ou d'une... Donc ceux qui sont contestés vont traiter leur recours de contestation. Évidemment, bon, on sait comment ça se passe. C'est très simple. Au plan juridique, si c'est quelqu'un qui est concerné, on met l'intéressé à l'écart et ils ne seront plus 7, mais ils seront 6 à étudier son dossier. C'est comme ça que ça se passe. Une chose est claire, et les démocrates auront une décision de la Cour par rapport à ce recours. Et la décision, soit c'est pour que la Cour peut se déclarer incompétente, ou bien la Cour va débouter les démocrates, ou la Cour va débouter celui ou celle concernée. Donc je pense quand même que nous sommes dans un état de droit et les démocrates sont dans leur droit de faire recours s'ils ne comprennent pas quelque chose ou s'ils veulent que la Cour se prononce sur quelque chose et leur donner raison. Je pense quand même qu'ils sont dans leur droit et la Cour constitutionnelle aussi va voir la constitutionnalité de leur recours et le droit sera dit. Laurent Lantoné, quelle est votre appréciation sur l'une des patates chaudes cette manche de Dorothée Sosa. D'accord. Laurent Lantoné, non, je crois que d'abord je lis là que Talon pas jusqu'au boutiste dans la promotion de la femme. Oui, puisqu'on a prononcé que Dandy Nyamou aurait pu être désigné. J'ai dit, mais il faut être honnête, il faut être sincère. Moi, je l'ai dit ici. Dandy Nyamou, d'accord, elle a la carrure d'être peut-être présidente de la Cour constitutionnelle. Mais quand on parle de personnalité, de grandes personnalités, et quand on regarde les différents parcours, ce n'est pas parce qu'on veut faire la promotion de la femme qu'il faut à tout prix mettre les femmes au devant. Alors qu'en réalité, il y a d'autres personnes qui ont la carrure, la posture pour y accomplir la tâche. Et donc, je suis pour la promotion de la femme. Et d'ailleurs, Dieu seul sait combien je défends les femmes d'ailleurs. Je l'ai fait toujours sur ce plateau. Mais en la matière, je pense que celui qui a la carrure, qui a la possibilité, l'expérience de faire face à certains défis et oser peut-être prendre des décisions. Il n'y a pas... décision courageuse. Il n'y a pas meilleur profil que celui de sur ça. Maintenant, quitte à lui maintenant de décevoir ou de satisfaire les ambitions du peuple béninois. Parce qu'une fois que vous êtes dans le fauteuil, vous avez votre conscience personnelle qui vous guide dans une certaine mesure. Et c'est vous qui choisissez sortir par la grande porte ou sortir par la fenêtre ou alors être célébré à la fin de votre mandat. Donc c'est à lui maintenant de voir. Maintenant, quand on finit de dire ça, oui, le recours des démocrates, moi je pense, et je le dis, c'est perdu d'avance, ne nous leurrons pas. Parce que ceux qui vont se pencher sur la question, est-ce que c'est ces 7 qui ont été installés? Si c'est ces 7 qui ont été installés, vous voulez qu'ils donnent raison à qui? S'ils donnent raison aux démocrates et demandent que la Cour constitutionnelle reprenne là. Alors, qui est-ce qu'on va dégager du lot?
Ça pose un problème. C'est vrai que les acteurs politiques nous surprennent, hein, parce que peut-être que Parti Salon et son équipe, sa majorité parlementaire, peuvent décider à un moment donné de faire le jeu là où la Cour décidera de retirer et de dire, bon, oui, il faut retourner à l'Assemblée nationale de revoir pour nous montrer que, oui, bon, on est acquis pour la démocratie. On a pu voir que des gens ont été nommés à la Sénat et puis après on les a enlevés, on les a envoyés ailleurs pour pouvoir mettre une femme. Ça s'est passé, on a pu voir ça avec la Sénat. Et donc, ce n'est pas exclu. Mais si ce n'est pas la volonté politique du pouvoir, je crois que ça, c'est une bataille perdue d'avance. Et ce que je souhaite, c'est que, malheureusement, quand vous regardez la constitution de la Cour constitutionnelle aujourd'hui, quand vous regardez la constitution de l'équipe de la Cour constitutionnelle aujourd'hui, vous avez des motifs, en tout cas, de vous interroger pour dire quelle sera la suite, comment est-ce que ça va se passer. Mais prions que tout se passe bien. Et ce que je voudrais souhaiter, c'est que ces sages installés désormais, si entre-temps, il y a possibilité de revenir sur cette décision, sur cette action-là, avec le pouvoir en place, en complicité avec... Est-ce que vous voyez ce qu'il y a la possibilité de revenir? C'est ce que je vous dis, c'est possible. Parce que des gens ont été nommés, ont été retirés. Parce qu'il faut qu'ils comprennent quelque chose. Comprendre? Oui, en fait, les démocrates ont formulé 2 recours. Un recours contre la désignation, et ce n'est pas... C'est-à-dire qu'il y a un recours au niveau de l'Assemblée nationale, oui, et un recours au niveau de la Cour constitutionnelle. Oui, je le sais bien. Donc, le recours de la Cour constitutionnelle, ça concerne Mme Dandy Yamou. Oui. Vous comprenez un peu ce que je dis? D'accord. Maintenant, ça là, la Cour va statuer sur ça et le droit sera dit. Ok. Maintenant, le recours... Vous voyez, la Cour l'a rejeté. Non, ne prêtons pas attention à cette Cour. Ce sont des nouveaux membres. Nous allons leur faire confiance. Nous allons leur faire confiance et le droit sera dit. Donc, qui vont commencer par de bonnes décisions à rendre? Quand vous dites que c'est déjà perdu d'avance, non. En réalité, qu'est-ce qui est déjà perdu d'avance? Ce qui est déjà perdu d'avance, c'est que nous pouvons affirmer ici, c'est bel et bien le recours ou la plainte des démocrates contre le président de l'Assemblée nationale qui dit que le président de l'Assemblée nationale a désigné les 4 membres de façon unilatérale. Ça, là, c'est perdu parce que les gens ont déjà prêté serment. Donc, la désignation, elle est déjà faite. Elle est consommée. Maintenant, ce qui reste, ce qui n'est pas encore perdu, et les démocrates peuvent toujours continuer à espérer, puisque le droit sera dit, c'est bel et bien le recours contre la professeure Dandy Yamou. D'accord, très bien. Donc c'est un peu ça. Moi, je crois que... Ça là, c'est pas perdu d'avance. L'un dans l'autre, je vous dis, ces gens-là, moi, je dis toujours une chose. Au-delà de tout, quand je finis de faire mes analyses, je dis, ils peuvent nous surprendre. Si ce n'est pas la surprise là, allez faire autre chose. Très bien. À la une du quotidien Palmarès, le journal parle de défis importants pour les élections générales. Marcel va afficher Palmarès pour qu'on puisse mieux voir ce titre-là. On parle de 7e mandature de la Cour constitutionnelle. Dorothée Sosa, un bon profil pour le job. Défi important pour les premières élections générales de 2026. Adrien Tchouba. Oui, 2026, c'est le grand carrefour des élections au Bénin. Toutes les élections seront couplées. Il y aura les élections législatives, élections présidentielles, élections communales, élections locales. Toutes les élections au grand complet seront couplées. Et qui prononce les résultats de ces élections, c'est bel et bien la Cour constitutionnelle. La Cour dirigée par Dorothée Sosa. Donc, c'est la Cour dirigée par Dorothée Sosa qui va donner les résultats. Ce n'est pas la Sénat qui donne les résultats. La Sénat donne les grandes tendances. La Cour va donner les résultats. Donc, c'est pour dire quoi? Le défi phare de cette Cour, la Cour Dorothée Sosa, son premier défi, le défi phare, c'est bel et bien les premières élections générales de 2026. C'est ça. Toutefois, à partir de demain, les défis commencent. C'est-à-dire analyser, pour ne pas dire aujourd'hui, et comment on l'appelle, les recours qui sont là, les recours qui sont en attente, les recours des démocrates, les recours de l'UP et de, comment on les appelle, de BR, puisque ceux-là aussi
ont fait des recours contre les démocrates qui n'acceptent pas prendre les postes qu'on les a laissés au niveau des commissions parlementaires. C'est ça. Donc, c'est-à-dire, ils ont fort à faire, ils ont beaucoup à faire. Et je pense quand même que mais le plus gros défi, c'est que c'est la Cour constitutionnelle Dorothée Sosa qui va prononcer en 2026 le nom du tout nouveau président de la République du Bénin. Et c'est devant, d'ailleurs, cette mandature que le président va prêter serment en Tout 2020. à fait. C'est devant la mandature de Dorothée Sosa que le tout nouveau président, après Patrice Talon, le probable successeur. son successeur, ce n'est pas probable successeur, la Constitution dit que Patrice Talon termine en 2026. Donc, on aura un nouveau président. Et que ce soit ceux de la mouvance, de l'opposition, ils courent déjà pour ça. Vous entendez les rencontres qui se font à gauche, à droite? D'accord. Donc, moi, je pense que que... cette Cour a un défi énorme. Le défi énorme, c'est de faire en sorte que les élections de 2026 se passent dans la paix, tenant compte des décisions que cette Cour pourrait rendre avant les élections, pendant les élections et après les élections. Alors, quand je dis ça, c'est quoi? Moi, je l'ai rappelé hier matin pour dire, c'est la Cour installée par Mathieu Kérékou, qui a proclamé les résultats définitifs des élections de 2006, faisant de Boni Yayi président de la République du Bénin. Et pourtant, il y avait des proches collaborateurs de Kérékou qui étaient candidats. C'est la Cour installée par Boni Yayi qui a proclamé les résultats définitifs des élections de 2016, faisant de Patrice Talon président de la République. Cela suppose que quoi? La Cour qui est installée là doit pouvoir travailler à proclamer les réels résultats issus des élections de 2026, même si ce n'est pas ceux qui les ont installés qui ont gagné. C'est ça. Ça, c'est le plus grand défi. C'est le plus grand défi. Parce que quand on regarde aujourd'hui la configuration de la Cour constitutionnelle, on se pose mille et une questions. Dorothée Sosa, mentor de Joseph Diogbenou, président de l'Union progressiste. Nicolas Assogba, je ne sais pas s'il est UP, mais son fils Nicolas Assogba, jeune avocat du Bénin, est au cabinet de Joseph Diogbenou, UP. Quand je prends Aléa Gouda, elle était directrice du cabinet de Joseph Diogbenou. Quand je prends Vincent Akapo, je crois qu'il doit être de BR, mais quand je prends Mathieu Adjovi, c'est UP. Fidèle des fidèles de Patrice Talon. Les deux sur lesquels on peut avoir un peu de réserve, c'est Dadi Yamou et Adjaka qui étaient contre la candidature de Boni et de Patrice Talon à un moment donné, mais qui ont fini par rentrer dans les rangs. Et qui, l'autre, au ministère, l'autre secrétaire général de la Cour suprême. Donc, quand on regarde la configuration de la Cour constitutionnelle aujourd'hui, il y a des motifs de se demander est-ce que cette Cour rendra, en tout cas, des décisions qui favorisent le peuple ou bien des décisions qui favorisent une minorité. Et je crois qu'avec le parcours de chaque personnalité, et notamment en tenant compte de Dorothée Sosa, avec le parcours qui est le sien, il ne sera pas tombé, en tout cas sorti par la fenêtre, et qui rendra des bonnes décisions qui engagent l'avenir du peuple béninois. C'est pourquoi je dis, le grand défi pour ces sages aujourd'hui installés, c'est de faire en sorte que, même si vous avez été installé par Patrice Talon et son équipe, s'ils n'ont pas gagné, osez dire, ils n'ont pas gagné. Ce n'est pas un crime en la matière. Vous, la preuve, on a pu voir la Cour Diogbenou, Razaki Amouda célébrer Robert Dessous, célébrer Théodore Olo. C'est parce qu'à un moment donné, ils sont rentrés dans l'histoire. Robert Dessous aurait pu rendre une décision favorable à Moussou Bruno en 2006. Et avec une certaine magouille, on aurait pu dire que c'est à Moussou parce qu'on veut faire la continuité. Olo aurait pu prendre, lui, la même personne qui a dit que 39 ans plus un jour égale à 40 ans, c'est cette même personne qui a proclamé les résultats définitifs de 2016 faisant de Patrice Talon président de la République du Bénin. Et donc, c'est un défi pour eux. Ils doivent pouvoir regarder derrière. Regardez Elisabeth Poyon. Elle a été installée par Nicéphore Soglo. Mais quand le président a perdu les élections, elle a dit qu'elle n'avait pas de choix que de rendre la bonne décision. Donc, c'est le grand défi pour eux aujourd'hui. C'est-à-dire, tous les regards sont tournés vers 2026. Ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Ils peuvent rendre toutes les décisions, je dirais, fantaisistes qu'ils veulent, jusqu'en 2026. La limite, c'est 2026.
oser dire la vérité. Je ne souhaite pas le déclin du pouvoir en place. Ce n'est pas. D'ailleurs, je n'ai qu'une seule voix. Et on attend, vous l'avez dit ici, que Patrice Talon sorte en triomphe. Donc, moi, j'attends 2026 pour célébrer Patrice Talon. Non, personnellement, c'est un monsieur que j'apprécie. On peut ne pas être d'accord avec moi. Écoutez, c'est pas parce que je dénonce le gouvernement que les gens vont penser que je suis contre Patrice Talon. Je n'ai aucun problème avec Patrice Talon. D'abord, on n'a aucun intérêt en commun. Il est président, je suis citoyen, journaliste, j'ai fait mon travail. Mais c'est un monsieur que j'apprécie parce qu'il a fait certaines choses que j'apprécie. Il faut être honnête. Je ne suis pas opposant. Je suis opposé pour venir peindre tout dans le noir. Les opposants peuvent se fâcher, ils peuvent aller caler en l'air, ça fait le problème. S'ils font bien, je le dirai. S'ils font mal, je le dirai. Mais je dis une chose, ce monsieur, je l'apprécie. Il fait un certain nombre de choses qu'on doit apprécier, on doit l'encourager, mais cela ne lui donne pas le droit de penser qu'il est le seul intelligent béninois pour continuer après 2026. Qu'il ne sorte pas la grande porte pour qu'on le célèbre. C'est tout simple. Très bien. Agent Chevanko, réaction? Oui, je pense que Patrice Talon sera célébré en 2026 parce qu'il va sortir par la grande porte. Ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Oui, il s'agit bel et bien ici, et puisqu'il a chuté par là, c'est pour ça moi je dis la même chose que Patrice Talon sera célébré en 2026. On parlait tantôt des sages de la Cour constitutionnelle. En réalité, le souhait de tout le monde, c'est que ces 7 sages rendent des décisions dans l'intérêt supérieur de la nation. Et ce que moi je veux dire, c'est quoi? Il faut que les gens comprennent que ce n'est pas tel conseiller, parce que tel conseiller de la Cour constitutionnelle tel sage est de la mouvance, qui va rendre une décision en faveur de la mouvance. Non. Il faut dire le droit. Il faut dire le droit. Et les décisions, d'abord, il y a d'ailleurs une nouveauté installée par Djogbenou, où c'est les audiences publiques. C'est les audiences publiques maintenant. Non, il est libre de continuer comme il est libre d'arrêter. Ok, je souhaite vivement que Dorothée Soussa continue dans cette lancée. Là, avec les audiences publiques. Avec les audiences publiques, on voit clair dans tout. Parce que quand vous allez, le public peut rester là et suivre. Il y a les juristes, les avocats, et celui qui a porté la plainte, et celui qui a fait le recours, tout, et les gens sont là, on discute du droit, on parle du droit. On voit la vérité en même temps, et on a déjà un avant-goût de la décision à travers les propos du rapporteur. Donc, ça permet d'avoir déjà, de savoir que c'est le droit qui est dit. Il n'y a pas de fétichisme autour. Je souhaite que ça continue comme ça et que vous soyez de la mouvance ou de l'opposition, que les gens sachent que maintenant c'est fini. Nous avons un mandat. C'est comme l'a dit le SG Kosi Chadaré dans le journal Fraternité. Il a demandé aux 7 sages d'oublier maintenant ceux-là qui les ont désignés. De savoir qu'ils ont un mandat de 5 ans, qui n'ont besoin de personne. Ils sont hautement sécurisés, ils n'ont qu'à faire le travail pour lequel ils ont été désignés. Très bien. Qui ne regardent pas les opposants, qui ne regardent pas ceux de la mouvance. Très bien. Qu'ils oublient X ou Y et de dire le droit. Très bien. Sadaré l'a dit dans le quotidien Fraternité de ce jour. C'est que de toutes les déclarations, j'ai aimé ça. J'ai aimé les propos de ce syndicaliste. Il dit que les 7 sages sachent que c'est fini. Non, moi je pense on ne va pas les affecter, on ne va pas les muter. Ils sont là pour un mandat de 5 ans. Ils n'ont qu'à faire ce pourquoi ils sont là et oublier ceux qui les ont désignés. Très bien. Qu'il oublie Patrice Talon, qu'il oublie l'Assemblée nationale, qu'il oublie les mouvanciers et l'opposition, qu'il oublie tout le monde. Il faut savoir qu'ils sont désormais des citoyens, et rien que des citoyens, des autorités de haut niveau qui diront le droit et rien que le droit. Merci à Je pense qu'il y a des expériences qu'on a vécues par le passé. Donc, que ce soit sur ça, Mathieu Adjovi, même s'ils ont des affinités personnelles avec le chef d'État ou bien des gens de la mouvance, il doit pouvoir comprendre qu'à un moment donné, vous passez pas quelqu'un pour venir en politique, mais à un moment donné, vous êtes en politique pour servir le peuple. Vous n'êtes pas là pour servir un camp ou une personnalité. Vous êtes là pour servir le peuple. Ils sont à l'épreuve, hein. C'est une façon de les mettre à l'épreuve. Oui, en fait, c'est là qu'il faut manifester parfois de l'ingratitude en politique. C'est-à-dire que si vous devez continuer à regarder celui qui vous a fait en politique et ne pas oser dire ce qui est droit, faire ce qui est droit, c'est que vous créez des ennuis.
et tôt ou tard, l'histoire vous rattrapera. D'abord, l'histoire retiendra votre nom. Quand on prend la cour dessous, il y a des dossiers phares qu'on rappelle là-dessous pour dire en ton temps tu avais ci, tu avais ça. Quand on prend Olo aussi, pareil, on ne sera jamais de 10, 39 ans plus un jour, il a 40 ans à Olo, jusqu'au dernier jour de sa vie sur Terre. Et donc, à un moment donné, on ne cessera pas de rappeler à Djambouni certaines choses. Et d'ailleurs, tout ce qu'il a pu avoir comme acte à poser au niveau de la Cour constitutionnelle, ça l'a rattrapé pour les législatives 2023. Vous pensez que s'il avait rendu de bonnes décisions, l'UP allait connaître cette débâcle à Cotonou? Pas pour autant. Même s'ils n'avaient pas la majorité, ils auraient pu avoir 2 députés. Donc, de justesse, ils ont pu avoir un député. De justesse, il a été élu. Cela suppose que quoi? Il y a le bilan qui vous suit toute votre vie. Si Dorothée Sosa, aujourd'hui, il est peut-être promu à ce poste, c'est parce qu'à un moment donné, il a été ministre sous Kékou. On l'a vu doyen de la FADSP. Et à un moment donné, tout ça parle pour lui. Secrétaire permanent de l'OADA, général ou permanent de l'OADA, tout ça parle pour lui maintenant. Maintenant, c'est à lui maintenant de bien finir sa mission sur Terre. Cette mission sur Terre, et c'est pourquoi il dit d'ailleurs même à la Cour constitutionnelle, en réalité, on ne devait pas envoyer des gens d'un âge donné. Il faut de l'expérience. Des gens qui sont au-delà de la cinquantaine, ou même qui sont proches de la soixantaine, qui ont l'expérience de la vie. C'est des gens comme ça qu'on doit envoyer là-bas pour qu'ils méritent véritablement le titre de sage. Parce que des gens qui continuent de se chercher, qui continuent de faire les expériences de la vie, fondamentalement, ne sont-ils pas manipulables à la limite? Alors que des gens qui ont l'expérience, qui sont pratiquement au soir de leur vie à un moment donné, qui n'ont rien à perdre, rien à gagner, qui oseront dire la vérité, ces gens-là, on peut leur faire confiance dans une certaine mesure et ils mériteront pleinement le titre de sage. Je rappelle que Dorothée Sosa, l'actuel président de la Cour constitutionnelle, a 67 ans. Oui, je ne parle pas de lui. Oui, mais je sais, je voulais rappeler son âge pour vous montrer que je connais son âge. Oui. Bon, voilà. Alors, Adjan Tchoumakou, on va finir peut-être par un dernier sujet. Oui, on ne peut pas parler quand même de l'actualité sans évoquer cette nomination, le remplaçant de Agbenossi, le ministre Agbenossi. On nous a toujours chanté que, oui, il n'a pas été limogé, mais finalement, il y a un autre qui a été nommé à sa place. Et Matin Libre plutôt, hein, Marcel Yedo dit que c'est la preuve que Talon tient au Nigeria. Adrien Tchoumakou. Oui, Tchegou Bakari, la preuve que Patrice Talon tient au Nigeria. Intonation nigériane, ce nom Il est béninois, c'est un fils du Bénin. Ouais, c'est vrai qu'il a beaucoup fait ses preuves au Nigeria. Et son nom, il est Nago. Et vous savez, les Nago d'origine sont du Nigeria. Ce qu'il faut souligner, c'est quoi? On va s'habituer à ce nom. Oui, on va s'habituer. Dans les prochains mois. Olusegun, en fait, c'est Olusegun. Olusegun Bakari. Il est de d'essence d'origine Yoruba. En réalité, ce qu'il faut souligner, c'est que Patrice Talon a dribblé plus d'un, je ne dirais pas tout le peuple béninois, puisque... Vous voulez dire qu'il nous a dribblé? Bon, il ne nous a pas dribblé parce que sur ce plateau ici, il y a mon vis-à-vis qui avait dit que la probabilité est forte que le nom qui circulait ne revenait plus. Oui, très bien. Et donc, c'est affirmatif. Okay. Ce qu'il faut dire, c'est que Patrice Talon n'a pas fait recours à un diplomate de haut niveau. Olusegun Bakari, il est banquier de formation. Il a fait les sciences économiques. Et c'est quelqu'un, on a vu par le passé qu'il a été ministre conseiller au Togo, sur Fort Yassingbe, où Patrice Talon lui a fait appel parce qu'il a vu ses preuves. Et c'est là-bas qu'il a été même, on a constaté qu'il est patron d'une grosse entreprise. Je ne vais pas faire de publicité à cette entreprise. Et sinon, vous allez passer au service commercial. Donc, sinon, vous il pouvez faire. Il a ramené. Nous, on a besoin d'argent au service commercial. Vous pouvez faire. Et Patrice Talon, je pense qu'il sait qu'il a des valeurs. C'est pour ça, bien qu'il soit banquier, on l'a nommé au poste de chef de la diplomatie béninoise. Très bien. Donc, je pense quand même que Olusegun, c'est quelqu'un qui a été nommé il y a 2 mois, et ministre conseiller aussi au Bénin. Aux investissements. En avril. En avril. Le 26 avril, précisément. Tout à fait. Donc, dans l'un ou dans l'autre cas, il a déjà
une petite expérience en la matière en tant que ministre, même si ici c'est la diplomatie et qu'il, c'est vrai, il a fait aussi ses études à l'étranger et à ce qui paraît, il a fait un peu le tour du monde. Ah oui. Et il faut dire que c'est un homme de main de Abdoulaye Biotchane. Il a fait Laval. Non, il a fait les mathématiques à l'université de Lille et puis après il a continué. Moi aussi j'ai fait l'université de Lille. Donc je pense que si vous vous souvenez au moment où Abdoulaye Biotchane voulait prendre le pouvoir en 2016, il était à ses côtés. Puisque quand on allait prendre Abdoulaye Biotchane en interview, on le voit souvent là, les sorties officielles d'Abdoulaye Biotchane pour la campagne présidentielle de 2016. Cette campagne qui a amené Patrice Talon au pouvoir, il était souvent aux côtés de Abdoulaye Biotchane. Et c'est lui qui était... Il a fait une belle proposition. Oui, oui. Bon, je ne sais pas. Oui, un journal l'a écrit, c'est le Béninois libéré qui a parlé des propositions qu'il a eu à faire en 2016 par rapport à la diplomatie béninoise. Il est maintenant appelé à mettre en pratique ces propositions. Oui, je sais qu'il allait rencontrer les Béninois de la diaspora pour vanter les mérites. Je veux parler du projet de société d'Abdoulaye Biotchane. D'accord. Et si vous prenez... Il a été conseiller à l'économie d'Abdoulaye Biotchane. Et si vous prenez leur plateforme, c'est-à-dire leur programme, c'est que si Abdoulaye Biotchane prenait le pouvoir, ils allaient rendre plus vital notre diplomatie et notre économie. Très bien. Ce sont les points forts. Bon, il est appelé maintenant à mettre en pratique toutes ces propositions. Ce qui est aussi bien, c'est que Patrice Talon n'a pas fait recours à quelqu'un, à un fonctionnaire international, quelqu'un qui sert dans des institutions de Bretton Woods, qui va nous coûter assez de millions. D'accord, il a regardé. Patrice Talon a réduit. Il nous a écoutés. Il nous a écoutés. Parce que vous l'avez toujours dit. C'est comme si vous savez combien veut lui payer. Non, écoutez, ce n'est pas ce qu'on va lui payer le mois qui est le problème. Ce que beaucoup ne comprennent pas, lorsque un chef de la diplomatie ou quelqu'un qui est dans une institution aux Nations Unies, quand il vient au Bénin, il va nous coûter absolument très cher. Non, je ne parle même pas de ce que... C'est-à-dire, non seulement il est payé, mais il faut payer sa femme. Oui, ça c'est vrai. Il faut prendre en charge sa famille. Sa famille. Vous ne savez pas que les femmes ont des avantages? Non, écoutez, ce n'est pas ça. C'est pas nouveau. Non, écoutez, ce que je dis, c'est dans les tests. Ce que vous dites, c'est que la personne soit un fonctionnaire international, qu'on aille le dégoûter. Si c'est un fonctionnaire international à qui on fait appel... On comprend, on vous comprend. Si c'est un homme, sa femme même a son salaire. Oui, on a compris. Maintenant, tel que nous l'avons souhaité sur ce plateau, et Laurent Roland le dit tout le temps, il y a aussi d'autres intelligents au Bénin. Patrice Talon, le président, a regardé autour de lui. Attention, là aussi, j'ai des choses à dire. D'accord, donc on va t'écouter alors. On va l'écouter. Ce n'est pas parce qu'on a fait confiance et on a nommé Chegoum Bakary que vous allez penser que oui, bon, le problème, notamment le salaire des ministres dont on parle est réglé. Non, n'oubliez pas que c'est un chef d'entreprise. Est-ce qu'il va gagner 16 millions? Est-ce qu'il va gagner 16 millions? Je ne sais pas. D'accord. Ce n'est pas ce qui va gagner le mois, quel est le problème. Ce qu'on va lui dire qui a été réduit, ce que le gouvernement a réduit en nommant un Béninois là, c'est que si c'était... Est-ce que vous savez au moins que c'est le gouvernement qui a besoin du type? Si. Rien. Vous pensez que parce qu'ils ont besoin du type là, ils vont lui proposer n'importe quoi? N'oubliez, celui dont on parle... Je parle du salaire de son épouse. Laissez-moi parler. Son épouse n'est pas notre ministre noir, laissez son épouse tranquille. Laissez-moi parler tout au moins. Le monsieur dont on parle a un parcours. Et il est incontournable dans les négociations dans bien des domaines. Aujourd'hui, Patrice Talon recherchait l'oiseau rare et c'est tellement compris que, bon, bien qu'il ait fait ministre, c'est conseiller aux investissements, il vaut mieux lui confier les affaires étrangères parce qu'aujourd'hui, le monsieur peut ouvrir d'autres portes. Je précise que c'est ce jeune-là qui a contribué à construire la plateforme industrielle de Lomé, avec le groupe RS AIPP, qui est aussi à l'origine de la zone industrielle de Glodibé, ce qu'on ne dit pas souvent. Et donc, le monsieur peut ouvrir beaucoup de portes à la fois. Aujourd'hui, c'est eux qui ont besoin de lui. C'est vrai qu'on dira que oui, c'est son pays. Mais attendez, mais c'est son pays, c'est le Bénin, il doit servir sa nation, non? C'est pourquoi je vous dis, ne nous réjouissons pas tôt.
Parce que, quelles ont été les conditions qu'on lui a proposées? Il a son entreprise, ça lui donne de l'argent. Mais on a besoin qu'il permette à ce que mettre son cahier d'adresse à la disposition du pays. Mais à quel prix? C'est ça mon inquiétude. Donc, on ne saurait dire c'est parce que Agbenossi est cadre international et qu'il faut payer son épouse qu'en réalité, quand on amène Chegoun sera moins payé que Agbenossi et que la femme de Chegoun n'aura pas de salaire, la femme de Chegoun n'aura pas de salaire. Non, non, non. On veut bien voir. C'est pourquoi il dit... Bon, l'essentiel pour nous est qu'il fasse bien le travail. Et que le Bénin soit bien vu. En la matière, et que les relations s'améliorent entre le Bénin, le Nigeria et d'autres pays. En la matière, Talon n'est pas con. En mettant Chegoun Bakary là, qui est en fait, quand vous regardez bien la tonalité de son nom, quand on l'appelle, c'est proche du Nigeria. Dans les négociations avec des gens comme Dangote, Yoruba, comme Bola Tinubu Yoruba, les négociations peuvent aller mieux et très bien parce qu'ils se sentiront à l'aise comme s'ils étaient en face d'un des leurs. C'est ça. Donc en réalité, le choix de Chegoun Bakary n'est pas au hasard. On a besoin du type. Je ne le défends pas, je ne le connais d'attendu, je ne veux même pas le rencontrer. Il a qu'à faire son travail le plus important pour moi. On va le faire venir sur ce plateau. Qu'il fasse le travail et bien pour que les Béninois le célèbrent. Peut-être que c'est en faisant bien le travail que les Béninois verront lui peut-être le prochain président du Bénin. Pourquoi Qui sait? Pourquoi pas? Donc, ça veut dire quoi? Il a intérêt à bien faire. S'il ne fait pas bien, on a vu, il y a un jeune de Porto-Novo là qui était proche de Roumbedi quand on a nommé ministre. Vous vous rappelez, j'oublie son nom là, et qui est tout le temps en Europe. Finalement, on n'a pas eu de résultat. On a encore déchargé. Un soir comme ça, on a appris qu'il n'est plus ministre, conseiller ou bien secrétaire d'État, je ne sais quoi. Donc, s'il fait bien, ce serait à son actif, les gens le verront. Maintenant, toujours est-il qu'il est homme d'affaires, il vient au ministère des Affaires étrangères, qu'il respecte les diplomates. Très bien. Qu'il respecte les diplomates. Parce que lui, il a le langage des affaires. Les autres ont le langage de la diplomatie. À un moment donné, là où le diplomate peut parler avec des codes, l'homme d'affaires parle avec son code aussi. Et ils peuvent ne pas se comprendre. C'est vrai qu'avec le géant de l'Est, le Nigeria, les négociations peuvent aller très facilement. C'est vrai qu'ayant pris par le Togo, ça peut marcher facilement. D'accord? C'est bien. Mais avec d'autres pays, comment est-ce que ça va se passer? Et l'autre chose sur laquelle je reviens aussi, il est chef d'entreprise et on sait que ces motos sont vendus au Bénin. En la matière, il y a des grincements de dents. Que sa position ne l'amène pas à davantage créer des conditions pour profiter des Béninois. Mais sa position l'amène à revoir les conditions de cession de ces motos et à encadrer pour qu'on n'aille pas, parce qu'on est plus fort, qu'on se permette tout. D'ailleurs, même en tant que ministre, normalement, il devait ranger ses responsabilités de chef d'entreprise. En temps normal, c'est ce qu'il devait faire. Et donc, en la matière aussi, il ne faut pas qu'on ait des problèmes de conflit d'intérêts où, après, ces chefs d'entreprise, ministres, on ne sait plus qui il est dans la République. Merci pour vos analyses. Un mot pour finir? Donc, pour finir, je pense que c'est la moindre des choses. S'il est ministre, depuis qu'il est ministre depuis 2 ans, c'est que c'est quelqu'un d'autre qui a pris le lead de la gestion. De son entreprise. 2 mois, je veux dire. Ministre conseiller aux investissements. Donc, c'est quelqu'un d'autre qui aurait pris le lead de la gestion de son entreprise. Ce que je voudrais souligner, c'est que ce que je veux dire, vous ne comprenez pas. En 10 secondes, hein, c'est fini là. Ce n'est pas son salaire qui me préoccupe. Ce n'est pas, on a compris. Ce n'est pas son salaire. C'est le salaire de sa femme qui vous préoccupe. Oui, je dis, comme on ne l'a pas, c'est-à-dire, c'est une compétence, une vraie compétence. Mais selon les tests, comme il n'est pas un fonctionnaire international, les chefs d'entreprise dans la sous-région, on ne prendra pas en charge sa femme telle que la femme de Agbenossi. Mais en tant que ministre, ils ont des droits. Oui, nous n'avons pas les preuves. Non, attendez, c'est les tests. Même si les tests le disent, nous n'avons pas les preuves que la femme de Agbenossi a été prise en charge pendant 7 ans. C'est ça. D'accord? Et on ne saurait... Alors, si sa femme n'a pas été prise en charge, on va lui faire des rappels. Attendez, on ne saurait supputer là-dessus au point de penser que, oui, tous les ministres, leurs épouses ont des avantages. Et donc, l'un ou l'autre, là, même si on ne lui paie pas un salaire, elle a des avantages, elle a droit à un véhicule, elle a droit à un chauffeur, et donc, laissons Agbenossi, laissons la femme d'Agbenossi. Parlons de ce qui est là. À quel prix
Cheikh Bakary. Oui, hein. à quel prix Cheikh Bakary? Je vous en prie. On veut bien se comprendre. Il est mais 8 le plus heures. important qu'il fasse bien son travail 50 pour minutes. aider les Béninois. Merci. C'est moi. Laurent Roland Son Tonekes, premier défi, le merci. premier défi de Cheikh Bakary, c'est la redéfinition de la carte diplomatique. Et aujourd'hui même, doit se tenir. Le chef a déjà fait ça avant lui. Non. Il va juste suivre le reste. On va lui remettre la carte diplomatique. On ne lui remet pas. Le chef a déjà fait la réunion avant Il y lui. a encore une réunion aujourd'hui avec les diplomates. D'accord, ok. C'est des idées qui ont été jetées. À laquelle il va participer, Il va participer en tant que ministre. En tant que ministre. Voilà, merci. Merci pour C'est ça. l'information. C'est pas Alain encore Chomakou, défini. vous êtes bien informé. Non, c'était défini au point où même. Vous savez que Laurent l'ambassade du Roland Niger était fermée. Ça a été ouvert. Laurent Roland Tonekes, je vous ai dit merci, non? Oui, non, en fait, je lui rappelle que. En fait, il y a des Je décisions te qui avaient dis, été. ce sont des bases qui ont été jetées. Des Adrien décisions ont été Chomakou, je prises. vous ai dit merci, non? Bon, merci. À bientôt. Adrien Chomakou. À bientôt. Ciao, ciao les Laurent Béninois. Roland Tonekes.